Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics, avec toujours un petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier ou que vous voulez pas vous faire spoil un titre en particulier, il y a comme d'habitude le chapitrage dans la barre YouTube, en description comme d'hab. Pensez à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Ça permet à la vidéo d'être plus visible sur l'immensité de YouTube, à la chaîne de grandir. On approche quand même, bon ça fait 10 fois que je me répète, des 3000 abonnés, mais tout doucement, mais sûrement, on s'en approche. Et sur ce, on va commencer maintenant. Tout d'abord, Asa Dora, tome 5 de Naoki Urasawa. Alors, pour ceux qui ont raté, j'ai fait une petite vidéo sur Monster, l'un des meilleurs mangas de l'auteur. Voilà, c'est sorti il y a quelques jours, semaines. Ouais, c'est une semaine et demie maintenant par rapport au moment où je tourne cette vidéo. C'est peut-être l'un des meilleurs tomes de la série à ce jour. Et Asadora devient vraiment un de mes titres préférés de l'auteur. Il monte tout doucement les marches du podium, il s'approche. Hein. Le top 3 est quand même assez costaud avec 20th Century Boys, Monster. Et plutôt, moi je dirais plutôt dans mon top 3 quand même. Parce qu'en fait, dans ce tome-là, on va suivre... C'est un épisode 24 heures chrono, hein. C'est vraiment... On suit une grosse soirée sur un tome, où on suit Asa qui est donc... dans les airs avec l'apprenti du professeur en train d'affronter le gros monstre. Et on suit tous les autres personnages secondaires, donc ces deux copines qu'on voit ici, on voit ses frères et sœurs un tout petit peu, son professeur, son mentor pilote, etc. qui vivent plein de choses, notamment il y en a une qui est en train de se faire prostituer. Hein, y a un mec qui la débauche, il dit « mais cette robe-là, tu vas devenir une grande star !» Et elle va mal finir. Clairement, elle va très mal finir. Et son autre copine qui, elle, va quasiment se faire violer. Alors, quasiment. Heureusement, elle s'est fait sauver par deux catcheuses, et donc je suis très intéressé de voir ce qu'elle va devenir, est-ce qu'elle va s'orienter dans ce monde-là, le monde du sport, etc. C'est génial, voilà, et les JO approchent doucement, c'est génial, il y a toutes les magouilles politiques à côté, où il faut pas que le monstre apparaisse, parce que sinon, les JO de Tokyo vont être annulés. Le tome est génial, il se passe plein de choses, on a les enchaînements où on suit l'entourage de Asa, on suit Asa qui affronte le monstre, et flashback, etc. C'est génial, c'est vraiment l'un des meilleurs tomes de la série. Asadora, que dire, lisez, c'est trop bien. Shirulan, tome 4. Alors on est sur le tome qui marque la fin de l'arc du tournoi pour que le... Alors c'est pas encore le... C'est le Mibu Roshi Gumi qui va bientôt devenir le Shinsengumi avec le fait que des petits mercenaires à droite à gauche s'unissent autour donc du Miburoshu Gumi, donc qui est le cœur du groupe, qui va devenir le Shinsengumi, parce que le capitaine est déjà là-dedans, Ijikata est dedans, le meilleur bretteur est dedans, Hajime Saito était dedans, et le mec qui raconte l'histoire est dedans, donc c'est quasiment tous les membres importants sont de ce petit groupe-là qui va devenir Shinsengumi, avec un dernier combat de ce tournoi qui est vraiment cool, un petit peu sanglant par rapport aux autres, où il y a vraiment du sang, des blessures, etc. Bon, dommage, la couverture spoil le retour d'un de mes personnages préférés, que à chaque fois que j'ai lu un manga où il apparaissait, c'était un de mes personnages préférés, Hajime Saito, qui a une nouvelle arme, une sorte d'épée cran d'arrêt, parce qu'il y avait des petits trous. Alors ça me fait penser à l'épisode de Prison Break, où le mec il disait « Ouais, je t'ai fait un couteau avec des crans, comme ça quand tu vas transpercer le mec, ça va lui tirer les boyaux. » Je me demande si c'est pas parce que dans Kenshin le Vagabond, Hajime Saito a une technique où il perfore les gens, donc s'il fait ça et qu'en plus il y a ces petits crans, le mec il va arracher les boyaux, ça va être génial. On a aussi le retour de l'assassin du tome 1, et alors je commence à peut-être comprendre pourquoi on nous raconte l'histoire du point de vue du présent, du passé pour nous, mais voilà, du présent de l'histoire, où donc on est au début du XXe siècle, où un moment on nous dit « Ouais, t'es la fille de Ichikata », et là on nous raconte « Ouais, tu ressembles à ta mère aussi », et là on voit un personnage féminin qui apparaît, je dis « Bon... » Je suis un petit peu con quand même, mais là j'ai compris que c'est sûrement la future copine, femme de Hijikata. Peut-être qu'on peut se tromper, mais clairement là, au niveau de la narration, ça laisse peu de doutes à voir, mais c'est vrai que, juste nous donner ce petit mystère, ce petit indice où on dit ouais, t'es la fille de machin, encore une fois, j'ai du mal à me dire que je trouve que l'intérêt de nous raconter l'histoire d'un petit vieux qui raconte l'histoire n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est ça que depuis le tome 1, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à ce qu'un mec du présent raconte l'histoire, parce que finalement, à part faire une petite coupure entre deux arcs scénaristiques pour nous teaser le prochain arc, pas hyper intéressant, mais on verra par la suite si ça devient plus intéressant. En tout cas, chez Roland, c'est toujours validé, c'est vraiment une grosse tuerie. Kaiji, tome 4, toujours de Tetsuo Hara. Alors, petite info pour ceux qui l'ont peut-être raté,
Soten no Ken, le préquel de Hokuto no Ken, est réédité chez l'éditeur Mangetsu dans la collection Tetsuhara. Je l'ai pas pris parce que moi j'ai les tomes de Panini, et donc j'ai pas forcément envie de racheter 15 000 fois les mêmes mangas. Peut-être que l'édition de Mangetsu est très bien, mais j'ai vu que c'était le même format en termes de dimension, moins épais, enfin plus épais, Soten no Ken que les Keiji. Ce qui fait que, alors j'ai pas les Keiji sous la main, ils sont rangés, mais je crois qu'ils étaient beaucoup plus grands. Ce qui fait que c'est un petit peu dommage parce que, quitte, encore une fois, à ressortir un manga d'un auteur qui est déjà sorti il y a des années, autant faire une édition de luxe, un grand format. Et comme je dis, moi je trouve que Tetsuhara, son style s'apprécie encore plus dans un format un peu plus grand. Et là, bon, bah c'est un format poche en plus un peu plus petit, hein, parce que pour moi, j'ai vu des photos, des comparatifs, cette édition-là est plus petite que celle de Casterman, ce qui est un petit peu dommage. Voilà, après, sinon, qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome-là? C'est toujours aussi bien, toujours aussi plaisant, très sanglant. Il y a un passage qui m'a fait... qui m'a vraiment marqué, où Keiji coupe la main de quelqu'un, les doigts restent en l'air pendant une case, c'est génial. On a la petite histoire d'amour, etc. qui est là, mais le tome continue à lancer, j'ai pas grand chose à dire de plus, c'est toujours aussi bien, même si je préfère Hokuto no Ken clairement. Je suis peut-être un peu déçu de pas commencer Soten no Ken, mais voilà, j'aurais pas l'édition Panini, je l'aurais pris, mais comme je l'ai, pour l'instant je vois pas l'intérêt. Si je vois vraiment que l'édition de Mangetsu est vraiment beaucoup plus intéressante, je revendrai l'édition Panini pour me financer l'édition Mangetsu, mais là pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour. Maintenant, on va parler de quelque chose de très particulier qui est sorti il y a une semaine et demie, enfin, il est sorti fin septembre, début octobre. C'est le Rampo Gekiga, donc c'est une anthologie des œuvres de Rampo Edogawa dessinées par différents auteurs. Alors là, on a deux histoires dessinées, une par Kazuo Kaimura, donc deux têtes, les Snow Blood, les Fleurs du Mal de Kazuo Kaimura, le fleuve Shinano. Il a fait quoi d'autre aussi? Il a fait l'apprenti geisha, le club des divorcés, donc ouais, c'est un auteur qui a fait beaucoup de choses. Alors, principalement chez Kana, avec son édition Sensei. Il y a Les Arts Noirs qui édité deux titres, celui-ci et Les Fleurs du Mal qui était son titre le plus noir, le plus obscur et qui ne pouvait pas sortir chez Kana, pour ces raisons-là. Ou je crois que c'est Imacho, je sais plus. Non, je crois que c'était Les Arts Noirs. Et on a Jiro Kuwata qui dessine une autre histoire. Alors c'est censé être un auteur qui a dessiné un Batman, qui a redessiné des Batman en manga, etc. Donc, je connaissais pas du tout l'auteur, excusez-moi. Et donc Rampo Edogawa, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand auteur de polar noir, très influencé par Edgar Allan Poe. Je cherchais le nom de l'auteur francophone, enfin européen, français. Edgar Allan Poe, il est français, je crois. Je sais plus. Qui est donc un grand auteur un grand romancier japonais, qui a notamment donné son nom au personnage de Conan, parce que Conan, son prénom c'est Conan pour Arthur Conan Doyle, le papa de Sherlock Holmes, et Rampo Edogawa, le monsieur dont on va parler aujourd'hui. Donc là, c'est deux histoires, il y aura 3 tomes comme ça, donc de 200 et quelques pages. C'est vraiment bien. Alors, j'ai plus aimé la première histoire, peut-être parce que j'apprécie beaucoup plus ce trait de Kazuo Kamimura, là où je connaissais pas l'auteur de l'autre histoire. Même si je crois qu'en plus l'île Panorama, qui est cette histoire-là, était déjà sortie, je sais plus si c'est Les Arts Noirs ou Casterman, mais c'était avec Suihiro Maruo, donc grand maître du héros Guro. Et vraiment l'histoire est très très cool, avec ce frère qui apprend, enfin ce frère qui apprend que son jumeau est mort, mais que c'était l'héritier d'une grande famille. Et quand lui c'était juste un petit peu le clochard de la famille, il fait croire que lui il sait disparaître, il fait croire que son frère revient à la vie, et donc pour prendre sa place, c'est génial, c'est vraiment, l'histoire est super bien, et quand tout le bordel revient, ressurgit, c'est génial. Voilà, et en plus on a des petites informations à la fin de chaque histoire, enfin sur les deux histoires, sur qui est l'auteur, pourquoi il a dessiné ça, et après on a une petite explication sur le contexte de l'histoire originale de Rampo Edogawa, et ça manque juste peut-être, après ça dépend de la taille du roman, mais si le roman est très court, ça aurait été bien de l'avoir en plus, mais bon, je pense que c'est une édition japonaise, donc c'est pas comme ça, mais c'est vrai que ça aurait été cool d'avoir le manga, et ensuite le roman, si on veut lire le roman après avoir découvert le manga. Après, comme on avait fait un petit peu Isen Manga pour certains de leurs mangas tirés de romans ou de pièces de théâtre. Par exemple, Roméo et Juliette, on avait à la fois le manga et la pièce de théâtre. C'était vraiment super cool. Ça aurait été bien que ça soit fait comme ça. Maintenant, c'est un choix de l'éditeur, je vais pas critiquer. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment cool. Ça permet de découvrir un auteur japonais un petit peu foufou, mais voilà, c'est vraiment cool. Moonlight Act, c'est l'acte final, c'est le 29e et dernier tome de la série. Pour une série qui aura été dans l'ombre de Kazé, une série qu'ils ont continué à éditer, qu'ils ont réimprimé, ça c'est vraiment un super boulot. Et voilà,
je vais être un petit peu polémique là maintenant. Tout de suite, on va pas parler tout de suite du manga, on va faire le petit instant polémique par rapport à tout ce qui se passe autour de Kazé, parce que je sais pas si ceux qui suivent Twitter un petit peu, il s'est passé pas mal de choses, notamment avec leur gros fer de lance de la rentrée, Kaiju 8, ou Kaiju numéro 8, ou Kaiju 8, moi j'appellerais ça Kaiju 8, qui est un titre qui m'intéresse pas plus que ça. Je pense que je vais le prendre un de ces quatre, mais j'attends qu'il y ait un coffret 3 tomes pour me décider, parce que là j'ai lu les 3 premiers chapitres sur Manga Plus, ça m'a pas emballé plus que ça, alors même si le héros est un trentenaire, ça me parle pas plus que ça. Par contre, c'est vrai que tout le battage médiatique qui est autour de titre est impressionnant. Les services presse qui ont fait beaucoup de bruit, qui ont créé pas mal de drama, notamment autour de certains influenceurs, youtubeurs, etc. Il y a eu pas mal de merde qui est remontée. Et là, récemment, il y a eu je veux dire, la Banque de France, la Bibliothèque nationale de France, où il y a eu une immense image de 60 mètres de haut du Kaiju 8. C'est impressionnant. Et c'est un petit peu le côté... Alors, il y a eu des polémiques aussi par rapport à ça, de dire on aurait pu avoir plus petit et plus de réimpression, même si en ce moment, il y a quand même une pénurie de papier, donc c'est un peu compliqué. Et c'est un peu, je me dis, pourquoi des titres comme ça n'ont pas eu le droit à même pas 1/100e de ce qu'a Kaiju 8? Parce que Moonlight Act, si ça a floppé pendant un long moment, si je pense que Haru de la chaîne Manga Stray me dira oui ou non, c'est qu'en fait, quand c'est sorti, c'était dans l'anonymat complet. Alors c'est sorti à une autre époque, mais c'est vrai que juste tweeter, juste faire un petit truc dessus, je pense que ça permettrait au manga de vivre un petit peu. Là, le manga, il sort, mais personne n'en parle à chaque fois. Et c'est un petit peu triste. Donc voilà, profitez, parce que je pense que ça va être un manga qui va devenir de plus en plus rare. Parce que je pense que Kazé va peut-être faire des réimpressions, mais ça sera une fois par an, une fois tous les 2 ans. Maintenant que le manga est terminé, ça va pas être comme... même au Kutonoken, c'est imprimé, mais les mecs, c'est imprimé en petite quantité, et les mecs, ils se battent pour les avoir. Donc je pense que Moonlight X, ça va être pareil. Je suis très content d'avoir les 29 tomes. Donc maintenant que j'ai fait mon petit quart d'heure polémique, qu'est-ce que j'ai pensé du 29e et dernier tome de Moonlight Act? C'était vraiment cool. Un peu de rebondissement, un peu de facilité par rapport... je sais t'étais le méchant, mais franchement, t'étais trop cool, alors je vais venir de ton côté. J'ai bien aimé... la petite origin story, alors qui vient au dernier tome du grand rival de Gecko, donc le gros colosse, et on découvre comment il est devenu comme ça, que Gecko l'a un petit peu poussé à devenir une racaille. Bon, un peu au dernier tome de raconter ça, c'était un petit peu comme un cheveu sur la soupe, mais le personnage n'avait pas vraiment eu l'occasion de briller. Là, il a eu un moment vraiment furieux, stylé, où il était vraiment en mode alpha, je protège une femme, c'était vraiment cool. Le combat final, je l'ai pas kiffé plus que ça, il n'est pas mauvais. Et alors, j'ai bien aimé la fin un petit peu méta, où on nous explique que voilà, maintenant, les contes ont disparu, mais les contes vont revenir, parce que tant qu'il y aura des humains, il y aura des histoires racontées, que l'auteur de l'histoire de Tilly, on est rencontré Tilly, il a pu raconter une nouvelle histoire où les gens ont une fin heureuse, et t'as tous les personnages, alors parce qu'à la fin ça se finit avec l'auteur qui finit Karakuri Circus, donc son précédent manga par rapport à Moonlight Act, je crois même qu'il avait fait encore un autre manga avant, et le personnage dit « S'il vous plaît, soyez gentils avec le héros, on est vos personnages, vous nous avez créés !» Et là j'ai vraiment trouvé ça méta de se dire que les personnages qu'a créé l'auteur viennent l'influencer lui-même, c'était vraiment très cool, c'est ce gros brisage du... quatrième mur un peu, mais il n'y a pas vraiment de mur vu que c'est un bouquin. La 4e page, je sais pas comment on dit. Bon, 4e mur. Mais voilà, c'est vraiment cool, Moonlight Act. Lisez, c'est vraiment cool. Et en plus, alors pour ceux qui ne savent pas, la couverture du 29e tome, en fait, c'est... Parce qu'en fait, elle apparaît à la fin du tome. C'est exactement la couverture du premier tome que vous allez voir ici. Ça se passe bien long. Donc c'est exactement la même composition, les mêmes personnages, mais c'est juste que le trait de l'auteur a pris 29 tomes entre temps. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur Moonlight Act, et franchement, allez-y, prenez-le, c'est du bon Fujita, et j'espère qu'on aura Karakuri Circus, et si Karakuri Circus fonctionne du feu de Dieu, ça serait bien que ça redonne un second souffle à ce manga qui a pas eu beaucoup de chance pendant très longtemps. Orient, tome 10. Orient, c'est... Je pense qu'il faut que je relise l'arc. Clairement, c'est pas mauvais, mais je suis perdu avec Orient. Ça fait quelques tomes que je suis plus du tout dans l'histoire. Alors, il y a des moments qui étaient vraiment cool. Le moment galvanisant, quand t'as le... Alors, je sais plus comment il s'appelle, le mec des prismes noirs, là, des pierres noires. Donc, le mec qui a le gros sabre de Mihawk, j'appelle le Mihawk du Wish, qui affronte le chef du groupe des héros, donc le Takeda. Le combat est vraiment cool. Mais c'est vrai que tout le contexte du combat, tous les pourquoi ils se battent, etc., je suis un peu sorti dedans. Même les explications, ouais, le sabre bleu, le sabre jaune, le sabre vert,
Je sais un plus du tout. Alors je sais qu'il y avait une histoire de 5 sabres qui faisait un petit peu penser à Maggie avec les différents auras élémentaires. Mais c'est vrai que qui fait quoi, quels sont les pouvoirs de qui, je l'ai plus trop en tête, je sais plus qui sont les personnages, il y a beaucoup de personnages qui interviennent, il y a beaucoup de combats, c'est très dense, et ce qui fait que je suis déjà un peu perdu par rapport à Maggie, où c'était assez clair, parce qu'on suivait toujours le même trio, et là en fait, les trois personnages principaux, que sont Kojiro, Musashi, et j'ai oublié le nom de la fille, sont noyés autour de plein de personnages, ce qui fait que là, j'ai l'impression qu'on les a... Ils sont peut-être apparus, mais je les ai pas reconnus, ou je les ai pas captés, et là, ils sont vraiment noyés au-dessus de plein de personnages très importants dans leur univers, et c'est un petit peu dommage, là on se perd un petit peu dans Orient, et j'espère que les prochains tomes vont résoudre ce problème-là, j'espère que c'est juste un arc où on apprend plein de choses, et après on va revenir sur le trio, même le quatuor, parce qu'il y a une nouvelle personnage féminin qui est apparu depuis le début de l'arc, et ça sera la fin, parce que là, si c'est comme ça tout le temps, ça va vite devenir chiant. Voilà. Plus que 3 tomes de The Quintessential Quintuplet, les 5 sœurs, comment ça s'appelle en japonais, j'ai plus le nom, Gotobun no Anayome, j'ai plus le nom, excusez-moi, plus que 3 tomes, et c'est triste, hein, je me dis, merde, il reste plus que 3 tomes, j'arrive à la fin, même si je connais la fin de l'histoire, je sais pas ce qui se passe entre le tome 11 et le tome 14, je sais juste qui est la mariée, comme je le dis à chaque fois, et chaque tome est une véritable découverte, alors c'est vrai que je me dis, mais comment les gens ont pu encore douter de qui était la mariée après le tome 11? Clairement, là, l'auteur l'a dit. Alors, il peut y encore avoir des doutes, il peut semer encore la confusion, mais là, ça me paraît assez clair que là, il y a une winneuse, là. Les 4 autres, elles sont un petit peu... Alors, ça revient un petit peu vers la fin du tome où tu sens qu'il relance une nouvelle fois le mystère, mais comme je sais qu'il reste plus que 3 tomes, bon, bah, déjà, ça devient un peu compliqué. Et c'est vraiment cool, ce tome-là, où on arrive un petit peu dans la dernière ligne droite, où on voit maintenant l'origine story de la fameuse, une des 5 sœurs qui avait rencontré Futaro dans le passé, il y a 5 ans, et on découvre, elle, son point de vue, tout ce qu'elle a fait durant ces 5 ans. C'est génial, donc de voir qu'est-ce qu'a fait... Putain, ça s'appelle comment déjà, j'ai plus son nom. Ah, la 4ème, là, putain, j'ai plus son nom. Ah, c'est horrible. Nino, Ichika, Miku... Putain, Yotsuba. Oh putain, j'avais complètement oublié son nom. On voit donc toute l'histoire de Yotsuba, et en plus on voit leur mère, qui fait vraiment peur, leur mère. Quand on voit la mère, j'ai fait waouh, elle fait peur par rapport à elle. Elles sont toutes mignonnes, la mère elle fait peur, elle a des yeux, j'ai l'impression qu'elle va te bouffer. C'est génial, c'est horrible ce que je dis. Mais ouais, le tome est vraiment cool. Toute l'histoire de Yotsuba, et ben, en fait on savait un petit peu des choses, mais là on voit tout l'origine story, et on voit vraiment le point de contact, de convergence entre elle, son parcours, et quand elle retrouve une nouvelle fois Futaro, qui lui l'a un petit peu oublié, mais il sait qu'il doit toujours réviser pour être le meilleur. Voilà, c'est vraiment cool. Voilà, Quintessential Quintuplet, c'est vraiment une masterclass. Là, je le dis, hein, du début jusqu'à la fin, c'est vraiment un putain de plaisir. Et je me rends compte qu'on on a 3 tomes de la fin. Et ce manga qu'on pensait jamais arriver en France est sorti. On arrive à la fin en même pas 2-3 ans. Alors que quand il est sorti, en plus quand il est sorti il y a 2 ans, le manga était terminé au Japon. Ce qui fait que les gens disaient « Oh, ça sortira jamais !» C'est sorti, c'est terminé bientôt. C'est génial. En tout cas, The Quintessential Quintuplet, moi, du début jusqu'à la fin, ça a été un grand moment de plaisir. Et j'ai vivement la saison 3 qui va donc adapter ce tome-là, le tome 10 et les 3-4 suivants. Mais en tout cas, je me relirai avec grand plaisir la série. En plus, c'est 14 tomes, ça se lit tranquillement, c'est très court. Ça reste comme une série conséquente, ça durait quand même longtemps, mais voilà, 14 tomes par rapport à des séries qui en font 70 ou 100 ou 200 comme Golgo 13, voilà, ça reste quand même raisonnable. Blue Period, tome 5. Alors pour ceux qui l'ignorent, la série va être disponible sur Netflix, alors que je crois que c'est un petit peu bâtard comme sortie, parce que si je dis pas de bêtises, c'est déjà sorti au Japon, mais eux ils vont le sortir une fois tous les 2-3 épisodes, donc on va avoir tous les 2-3 semaines une vague de 2-3 épisodes par 2-3 épisodes. Tout doucement, Netflix commence à comprendre que le public veut du simulcast, il y a une série qui sort, tu nous la sors au fur et à mesure, tu nous balances pas les 14 épisodes d'un coup, parce que t'as pas envie de te taper les 14 épisodes d'un coup, tu as envie de suivre toutes les semaines comme tout le monde, tous les publics du reste du monde qui font comme ça, et eux ils commencent à comprendre. Donc tout doucement, là, ils vont faire pareil pour, je sais plus quelle autre série qu'ils ont acquis.
que je suis... Ah si, qui va sortir prochainement, je crois qu'elle a été acquise par Meian ou un autre éditeur. Le truc avec la fille qui veut pas parler, j'ai oublié son nom, excusez-moi. Je vais en parler de toute façon dans mes animés de saison, ça sortira fin octobre, début novembre, mais voilà, c'est les séries que je suis un petit peu, mais comme les épisodes sont pas encore officiellement sortis et légalement en France, c'est un peu compliqué. Comic-San, je crois, Comic-San, not communicate, un truc comme ça, ne peut pas communiquer, un truc comme ça, je sais plus. Voilà, donc passons. Qu'est-ce que j'ai pensé de Blue Period, tome 5? Très bon tome, avec là on est entre deux vagues. Voilà, le héros a fait son premier jour d'examen où il devait faire un portrait de lui qui s'est bien passé, même s'il est un petit peu en mode c'était stressant, c'était dur. Et là il retrouve Ryuji qui est un petit peu en mode moi j'arrête la peinture. Et il la retrouve qui est devenu Travelo pur et dur, là où il disait, hein, tu parlais toujours comme un garçon, tu déguisais juste en fille, là tu parles comme une fille, qu'est-ce qui s'est passé? On voit l'histoire de Hiroji qui est super intéressante, avec le fait que il a toujours été comme ça, sa grand-mère l'a protégé, ses parents ils s'en foutaient un petit peu, enfin ils étaient un petit peu vénères, sa grand-mère lui disait fais de la peinture c'est trop bien, elle disait ok je fais ça, c'est vraiment cool, mais petit moment où entre les deux, il y a vraiment l'histoire entre le héros et Ryuji est vraiment super cool quand ils partent en vacances en virée une nuit et ça se finit en mode viens on se peint à poil et j'ai dit attends ils vont vraiment se peindre à poil et bon ils sont à poil ils se mettent un paravent tous les deux et ils peignent pas mutuellement mais le héros se peint lui-même et Ryuji se peint elle-même lui-même et voilà c'est vraiment cool et donc deuxième épreuve qui va arriver dans le prochain tome avec peinture à l'huile et le héros c'est vrai qu'on avait découvert qu'il avait des problèmes d'eczéma à cause du stress et là ça empire dans ce tome là avec faut monter 8 étages à pied avec votre trousse de toilette sur le dos votre grosse trousse de matériel sur le dos et il me faut mais c'est un examen hunter votre truc et voilà ça se finit là-dessus et j'avoue que le prochain tome va être sûrement très dur à lire parce que ça va sûrement être très dépression je suis nul c'est pas bien. Mais en tout cas, Blue Period, c'est vraiment bien. J'aime bien, c'est une série. Maintenant, on finit avec 2 bandes dessinées et on commence avec l'un des gros hits de la rentrée. Même si c'est sorti fin septembre, c'est la rentrée. Black Sad, tome 6. Si je dis pas de bêtises, le tome 5 Amarillo est sorti il y a longtemps, il y a au moins 4-5 ans. Ça date vraiment, Amarillo. Je crois que j'étais... je passais pas mon bac, mais je crois que c'était 2-3 ans après mon bac, j'étais en BTS encore, donc ça date un petit peu quand même pour moi, j'ai l'impression que ça fait 5-6 ans que le tome 5 est sorti, il s'est fait attendre, on revient un petit peu aux sources, alors les auteurs avaient dit qu'ils reviendraient aux sources avec on retourne à New York, ça y est, donc on revient à la ville, la grande pomme, comme on dit, alors j'avais cru comprendre qu'ils allaient revenir sur un délire de on refait une chrominance noir-blanc, après on fait les 5 couleurs du spectre des couleurs, etc. Finalement là on est sur du bleu foncé, donc finalement ils sont pas partis là-dessus, et alors c'est un tome qui va être en 2 parties, parce qu'on a alors tout tombe, première partie, donc on aura une deuxième partie parce que l'intrigue n'est pas terminée. Et alors comme je l'ai dit sur mon Twitter, c'est pas encore terminé, mais clairement c'est sûrement l'une des meilleures histoires de Black Sad. Point. Je vais pas dire plus, parce que il y a beaucoup de choses. C'est très dense, et si l'histoire est pas terminée, enfin l'histoire est en 2 parties, j'imagine pas la densité d'informations qu'on va avoir dans le deuxième tome, parce que on parle de mafia, on parle de, pas des grèves, mais des... j'ai plus le mot. La CGT, les CD, putain, j'ai plus le mot. J'ai plus la grève. J'ai plus le mot. Bon, je sais plus. Bon, c'est pas grave, on parle aussi, il y a un petit peu de politique avec je crois que c'est un aigle qui fait un peu de business avec les mafias, etc. On a le monde de la presse. Il y a plein de thématiques qui sont abordées dans ce tome-là. On parle aussi de théâtre. En plus, il y a le retour de personnage il y a un personnage qui apparaît à la fin du tome. Et je me suis dit, merde, c'est qui déjà? Et j'ai refeuilleté les tomes 1, 2, 3, 4, 5 pour essayer de me souvenir. Elle n'a pas dans le tome 3. Âme rouge. Voilà. Mais clairement, ça fait hyper longtemps que j'ai pas lu Black Sad. Et quand j'ai fini ce tome-là, j'avais qu'une envie. C'est me relire les 5 tomes. Alors, je l'ai pas encore fait. C'est prévu. Et je vais me relire les 5 tomes. Je vais me relire une nouvelle fois le tome 6 parce qu'il est génial. Avec cette histoire. Avec en plus... Alors ça joue beaucoup plus avec les animaux que dans les 5 premiers tomes, enfin dans le sens où, à un moment donné, le Black Sad enquête, et il rencontre les mecs qui font le tunnel du métro, et c'est tous des rongeurs, parce que les rongeurs, ils creusent des trous, ils creusent des galeries, et c'est un peu le côté, ouais, on est né pour faire ça, donc on fait ça.
Et je dis, ah, c'est bon, parce que jusqu'à présent, on parlait pas trop de t'es un crocodile, tu dois faire ce métier-là, t'es un aigle, tu dois faire ce métier-là. Là, on apporte beaucoup plus. Alors, même s'il y avait un chien, je suis un chien, je suis un flic, mais c'est vrai que c'était pas trop présent. Il y avait juste eu le deuxième tome de la série Arctic Nation, qui était un des meilleurs tomes de Black Sad, avec le côté raciste où les animaux au pelage blanc sont les hommes blancs, hétéros, cisgenres, etc. Le suprémaciste blanc par excellence. Et tous les animaux qui avaient un pelage d'autres couleurs, c'était un petit peu toutes les minorités ethniques. C'était un tome qui était génial. Alors, la colo était géniale. Et Black Sad, super. Un super tome. Moi, j'ai adoré. J'ai hâte que le tome 2, enfin le tome 7, mais la deuxième partie de cette histoire, sorte. J'espère qu'elle sortira pas dans 35 ans. Quand même pas. Et alors ça serait vraiment cool, parce que là je vois des petits bouts qui dépassent, que ça soit une couverture en 2 morceaux, comme ça serait vraiment cool, parce que là on voit un petit bout qui dépasse, et ça serait vraiment cool qu'on voit les autres personnages sur la deuxième couverture. Alors après il y a juste un reproche que j'ai à faire, c'est l'intérieur du bouquin. Souvent on a une illustration de Black Sad ici, et à la fin du tome on a une autre illustration. Et là, ils sont revenus sur l'illustration de base. Parce que si vous regardez bien, dans tous les tomes, à chaque fois, on voit une autre image dans ce rabat-là. Alors, je sais plus, je crois que c'est le troisième de couverture, si j'ai pas de bêtises. Et à chaque fois, il y a une petite illustration différente. Par exemple, dans Arctic Nation, je sais plus c'est quoi. Mais à la fin d'Amario, on voyait qu'il déposait les cendres. À la fin de Âme Rouge, on voyait l'Australie. Et à la fin de... je sais plus, le silence, je crois, on voyait le sauveteur. Voilà, j'en dis pas plus. C'était vraiment cool et je me dis merde, il n'y a pas ça. C'est un petit peu dommage. Mais voilà, Black Sad, une pépite. Et on finit avec le troisième œil de Olivier Ledroit. Alors ça fait plusieurs mois que j'ai ce bouquin-là. Il fait 100 pages pour 20,95 €, donc 21 €, hein, on va arrondir. Donc c'est la nouvelle BD en 3 tomes de Olivier Ledroit, donc le papa de Requiem. Il a fait aussi chez Glénat Wicca, une histoire de fées, qui est sortie en coffret que j'ai toujours pas pris. Donc je vais peut-être me le prendre prochainement parce que j'adore son style depuis que j'ai découvert Requiem il y a 2-3 ans. Tuerie. Merci Alt 236. Donc là c'est cette nouvelle BD où c'est, alors on est dans notre monde, c'est vraiment la France, on suit un petit Parisien qui vit à Paris, qui travaille sur Notre-Dame parce que Notre-Dame a brûlé. Voilà, c'est vraiment l'actualité. Et en fait, le héros a un pouvoir, c'est qu'il peut... Alors, il peut voir les notes de musique et entendre les couleurs. Et en fait, un jour, il a un trip, il picole, il boit des médocs, il fume un joint, et il va dans un monde chelou, il voit les émotions des gens, et alors il débloque des pouvoirs, il découvre les facettes de New York, de Paris. Ça va très loin. Là, l'auteur, il m'a perdu au bout d'un moment. Vers la fin... Quand le héros il dit ouais, je suis la défense, je passe l'Arc de Triomphe, je passe devant le Louvre, je veille à Notre-Dame, je vois l'Obélix, c'est le pénis de Jésus, etc. Il part dans l'espace. Là, il m'a perdu. Clairement, j'ai plus rien compris au bouquin. Pendant tout le début, j'étais ouais. Et dès qu'on arrive là, j'ai plus rien compris. Je vais acheter les 2 prochains tomes, mais là, vraiment, je pense que Olivier Ledroit, il a pris des LSD, il a compris les LSD, il a dit je vais les dessiner, les LSD. Parce que waouh! Là, il allait trop loin. Alors, maintenant, j'ai peur de lire Wicca, en fait. En ayant lu ça, et même la suite de Requiem, j'ai peur parce que je me dis, merde, est-ce qu'il est tout le temps comme ça? Non, je pense que là, c'est vraiment... Il a voulu se faire un petit trip, faire un truc vraiment what the fuck, et c'est vraiment what the fuck. Hein, c'est vraiment, ça va... Alors, dans le bon sens du terme, hein, c'est vraiment une expérience de lecture à lire, parce que vers la fin, il va hyper loin. Je me suis même dit, mais... Il n'y aurait pas Jodorowsky à bosser dessus, parce que là, c'est vraiment un peu son genre de délire, psychomagie, etc. Donc, je suis curieux, mais en tout cas, le troisième œil, je vous conseille. C'est une bonne BD. Alors, c'est vrai que 21 €, ça peut faire un petit peu cher, mais matez le bousin quand même, hein, c'est 100 pages. Hein. Donc, finalement, par rapport à de BD qui font 50 pages pour 15 €, c'est plutôt rentable. Alors après, il y a pas mal de passages aussi très silencieux, notamment là, les 20-25 premières pages où il n'y a pas un mot qui est dit, c'est juste le héros qui traque un monstre et qui le tue. J'ai spoiler, et après on vient dans le passé, on découvre les origines du héros, mais voilà, en tout cas, le troisième œil, je vous conseille, c'est vraiment un truc à lire, c'est vraiment barjo, mais c'est super bien. Donc voilà, c'était ma vidéo, mes lectures, j'espère que vous l'avez aimé, si c'est le cas, pouce bleu, commentez, partagez, hein, comme d'hab, hein, ça aide la vidéo à être plus visible sur YouTube et la chaîne à grandir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Discord et Instagram, les liens sont dans la description. Et moi maintenant je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez,
Ciao tout le monde!